Alors, ce que je savais un petit peu, c'est que j'avais envie d'inventer auprès d'enfants. Du coup, j'ai proposé qu'on écrive des contes avec les enfants, puis qu'on les mette en jeu. Et je me suis dit, bah, avec cet énorme atelier d'écriture un peu partout, euh, je vais bien avoir 4-5 histoires qui vont faire sens. Le voyage dans le manguier, c'est vraiment très très proche de l'invention du conte avec les enfants. Les autres, ça va être une bribe, ça va être un personnage, ça va être un endroit, ça va être une saison. Vous savez qu'on a choisi votre conte pour en faire notre spectacle? Oui. Hein? On n'appelle plus le conte de Jade, mais le conte du manguier. Alors vous verrez, quand vous verrez notre spectacle, qu'on a transformé un petit peu votre conte, mais vous le reconnaîtrez, il y a quand même bien le roi des animaux, tout ça. Jade, elle caresse le roi des animaux et après, elle redevient elle est redevenue sur l'arbre et elle continue à grimper. Pour apaiser le bruit, Kofi, 10 ans à peine, à ce geste incroyablement courageux. Regardez comme il le caresse avec affection. Mais qui raconte ça? Ça pourrait être l'enfant qui est en nous. Donc Alphonse, ça me semblait assez facile de projeter son enfance en Afrique, dans son village, à Alada. Et puis Isabelle qui raconte ses contes avec Alphonse. On nous avait invités à lire les botanistes, Francis Allais notamment. Et là je me suis dit, ah mais oui bien sûr, ça va être une petite scientifique. Et donc comme ça j'avais les deux pendants du monde. J'avais les gens qui grandissent en apprenant la magie du végétal. Et puis peut-être nous, notre côté plus rationnel, et d'essayer de montrer que tout ça se croise et se complète. Il n'y a pas un monde qui s'oppose à l'autre. On a aussi beaucoup travaillé avec la Frapna. Isa, je l'avais missionnée pour vraiment devenir botaniste. Elle nous faisait des cours de botanique tous les jours. Chaque début de répétition, on avait notre cours de botanique. Et du coup, on a pu construire un personnage qui en effet a une culture botanistique et qui petit à petit se laisse complètement envahir par l'idée du merveilleux. Là, j'ai un creux par ici. Le roi du vent, je crois qu'il l'appelle. Et de la tempête. Ma croisée de ligne, elle se fait dans un creux impeccable. Cet angle-là, ça va bien prendre la lumière. Mais il y a un peu du hasard. Il y a un peu du hasard. Là, du coup, je lui ai fait la joue creuse. Alors que pour un dieu du vent, il aurait peut-être dû avoir la joue gonflée. Ben, je lui ai un peu éclaté l'œil. C'est pas grave, c'est une sculpture qui a 300 ans. C'est ça. Un spectacle qui parle des arbres, tu fais un arbre, non. Pour moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Très vite, il y a eu cette idée d'une cabane un peu fantastique, un peu de rêve, un peu cabane magique. Là. Et il a envie très vite aussi qu'il y ait un petit peu qu'elle soit faite de briques et de broc, mais notamment d'éléments inspirés du monde entier. C'est une cabane où il peut y avoir un morceau de Russie, un morceau de Scandinavie, un morceau de Pygmée, un morceau d'Ogon, un morceau, voilà, enfin bref. Toutes les cultures du bois, donc c'est vrai qu'on peut pas mal regarder dans les bouquins, les cultures du bois, de l'architecture en bois, art traditionnel. Ça pose un esprit, et à partir de cet esprit-là, ça va pouvoir se construire. Il y a quelques effets pyrotechniques. Chaque jour qui passe, il y en a plus. Il y en a de plus en plus. Un décor en bois avec du feu, on va passer une bonne grosse couche de vernis, ignifuge, et voilà, tout ira bien. Notre histoire d'automne se raconte normalement auprès d'un feu. On a rêvé un rapport au public fort, comme on aime bien le faire. On aime toujours englober les spectateurs avec nous. Là, on avait rêvé d'une allée centrale entre les spectateurs, où il y aurait beaucoup de choses qui se passent, que ce serait une scène, vraiment que la scène, elle ne serait pas en frontale,
mais aussi en fond de scène, aussi au centre. Il y a un rapport comme ça, on met en jeu aussi le public, parfois on leur demande de nous attraper, de jouer eux-mêmes le petit châtaignier qui grelotte dans le vent, voilà, il y a un rapport comme ça. Qui tape dans le vent. Au moment même. Une Pauline enfila délicatement son bonnet de laine sur la cime du petit châtaignier. L'immense arbre derrière elle se mit à trembler de tout son feuillage. Dans notre rapport d'acteur, quand c'est que des adultes, toi, en tant qu'acteur, il faut les emmener un peu. Il faut les booster un peu pour qu'ils réveillent leur esprit d'enfant. Quand il y a beaucoup d'enfants, c'est l'inverse. Toi, tu dois les calmer un peu, les tempérer pour leur permettre d'accéder à la poétique, etc. Donc en fait, mais on fait ça sur tous les spectacles. On calme le jeu ou on stimule selon comment ça réagit en face. Là, c'était tellement chouette de bosser avec ces deux acteurs qui sont d'énormes forces de proposition. C'est-à-dire que c'est vraiment des acteurs qui vont proposer, mais qui acceptent complètement non, ça va pas, cherche plus loin. Bah, la particularité de ce spectacle, c'est que ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi peu nombreux, sur scène en tout cas, en visible, ce qui implique qu'on est tout le temps sur le feu. Et à peine tu prends un objet, tu le places. Pendant que tu places cet objet, toi, tu es un autre personnage que l'objet que tu joues. Et à peine tu l'as placé, tu passes encore à autre chose. Donc ça demande d'avoir une oreille qui écoute la musique, une autre le partenaire, les mains qui prennent une marionnette et la bouche qui parle d'autre chose. Et presque pour moi, ouais, ce qui est assez poussé loin dans ce spectacle, c'est la désynchronisation qu'on doit avoir. Un des gros boulots qui est presque de l'ordre de l'horloger. J'aime bien souvent me comparer à un horloger. C'est que sa vitesse soit bonne, quoi. C'est une montre qui marche et qui va trop lentement, ça ne peut à rien, quoi. Et là, trouver comment, hop, ça apparaît, c'est fluide, tac, tac, tac. La question de l'utilisation de l'espace, c'est comment on fait voyager, comment on change d'endroit pour que chaque arbre ait son univers, chaque conte ait son univers. Un de mes jeux favoris, c'est de trouver l'enjeu de l'apparition. Comment apparaît quelque chose lentement, sous une jupe qui se transforme en arbre. Le cocotier. Le cocotier, en fait, c'est comme un grand tronc, comme ça. Et en fait, c'est replié sur elle. Donc ça fait un peu comme des gros ourlets, avec des petites pressions. Et puis par-dessus, elle a sa longue jupe. Et donc, quand elle devient cocotier, elle casse les pressions. Donc le tronc se déroule. Et elle lève sa jupe. Et sous la jupe, il y a des feuilles cousues sur le revers de la jupe. Et donc, ça devient un cocotier. On est parti sur des costumes noirs de base pour les comédiens, comme il y a beaucoup de marionnettes, pour pouvoir les oublier un peu quand ils sont en manipulation et plus que le spectateur puisse se concentrer sur la marionnette. Une queue de pie qui se transforme en écureuil. L'intérieur est recouvert et puis par des petits systèmes, en fait l'arrière se remonte. Et du coup, la queue qui se promène comme écureuil. Voilà, c'est tous des petits changements comme ça, rien de forcément hyper spectaculaire, mais je me suis bien amusée. Donc, dans ce projet, il y a une compte qui est très importante, c'est Benoît Tiberghien, le festival de musique contemporaine des Détours de Babel, qui me propose d'accompagner la création.
Ça implique un travail de réflexion avec lui sur ok, on fabrique des pièces de théâtre, mais comment la musique pourrait prendre un enjeu plus fort. Là, on s'était dit que la musique serait un des personnages principaux. En faisant que c'est pas 2 acteurs et un musicien, c'est 3 personnes qui habitent cet endroit. Ils ne sont pas 2 plus 1, ils sont 3. Et voilà Francesco Del Bosco. Si vous êtes attentif pendant le spectacle, vous remarquerez son léger accent vénitien. Et Francis, c'est un mec incroyable. Au-delà d'être un pianiste et compositeur, il sait tout jouer. Donc il joue du psalterion, du nez de cochon, des guimbardes d'Asie, des percussions indiennes. Enfin, Qu'est-ce que tu fais? Non mi piace pas du tout. Ma questa è la danza rituale messicano dei Ritucci. Bravo Francesco, bravo! très très vite, pour que ce soit pas que de l'illustration, le chant a pris place. Tu vois. Donc j'ai beaucoup coupé. Le texte, il est pratiquement 2 fois plus court que dans sa version de début janvier. Parce que tout d'un coup, la musique remplace les mots. Moi, je m'extasie quand même souvent. Et la magie du végétal, des grands arbres, comment ils ont une voix, comment on travaille la voix des arbres, la voix des... donc là, il y a eu tout un boulot assez passionnant à mettre en œuvre de torsions très légères. Comment on pouvait travailler une résonance. Donc Eric et Gilles, ils ont fait énormément d'essais pour, avec des techniques de logiciels et tout ça, pour amener une distorsion de la voix de l'acteur quand tout d'un coup, il devenait tel ou tel personnage. Lui, c'est le roi des animaux. Alors, je suis partie d'un masque africain. Donc, la tête du manipulateur se trouvait en dessous et en général, il y a du tissu ou de la paille ou des fibres pour cacher le visage du manipulateur. Donc, je suis partie de ça, que j'ai monté sur un balai, il faut avouer, en conservant un petit peu de petites houppettes parce que ce roi des animaux, il tient à la fois du lion, de l'aigle. C'est une bête un peu bizarroïde avec plein de pattes qui marchent pas toutes dans le même sens d'ailleurs. C'est quand même toujours avec des matériaux déjà existants. Là en l'occurrence c'était beaucoup des têtes de marionnettes, des têtes birmanes, des choses d'Afrique aussi. La compagnie et les gens de la compagnie ont la chance de voyager. Voilà, ils ne reviennent pas les mains vides, ils ramènent des jolies choses qu'on essaye d'utiliser après en création. Donc la piste que j'avais proposée à Cathy, notre fabricante de marionnettes, c'était que Alphonse et Isabelle aient leur alter ego marionnettique. Et à partir de là, évidemment, ça crée une complicité atypique. Le marionnettiste n'est pas un marionnettiste, il est l'adulte qui prend soin d'un enfant, qui est très différent. Et puis c'est assumer que ce sont des marionnettes sans bouche articulée, sans yeux articulés. À partir de là, évidemment, ça amène une mise en jeu, pas de castelet où le marionnettiste se cache. Certains enfants, ce code-là, ils s'y attendent, mais on est là pour casser les codes. La poupée, elle est mal faite. Moi, j'avais pas envie qu'elle ait de pied parce que il me semblait que c'était joli et que ce sera joli quand elle va bien manipuler ça, qu'elle fasse marcher sa grand-mère elle-même, que ce sont les pieds de Sarah qui deviennent les pieds de la grand-mère.
On la verra toute entière. Sarah? Oui, on la verra. Bah, je crois que si tu veux, viens voir, regarde. C'est ça qu'on cherche, c'est pour ça qu'elle change de chaussures. Bah, c'est vrai que là, il y avait le vieux papa qui était manipulé par Charlène, elle était cachée. Mais nous, on aime bien dans les spectacles ne pas être cachés. Moi, mon travail est situé à l'endroit de la fabrication d'objets marionnettiques. Et donc, ça m'intéresse que chaque enfant fasse son objet marionnettique, qu'il l'ait fait lui-même, qu'il soit tordu, mais que ce soit le sien. À sa façon de voir un arbre qui danse, sa façon de voir un arbre qui perd ses branches, un oiseau. Et après qu'il puisse le manipuler. Donc chaque enfant va avoir réalisé son objet et le manipulera au moment de la mise en scène. Ben là on est sur le compte de Nino, donc il y a eu plusieurs ateliers, il y a eu certains fabriquaient, dessinaient et peignaient des légumes réalistes, et puis d'autres des légumes imaginaires. Alors celui-là je ne sais même pas si c'est un légume réaliste ou imaginaire au final. Ça c'était un autre Nino, mais il était un peu triste quand même celui-là, un petit peu nostalgique, un peu triste. C'est pas celui qui a été choisi, mais j'aimais beaucoup celui-là. L'arbre qui est le plus ancien sur Terre actuellement, il a 5000 ans. Et on le trouve aux États-Unis. Ah, quoi qu'il y en a un en Asie qui a peut-être 9000 ans, mais ils sont en train ils se bagarrent un petit peu, enfin bref. Et puis donc on a réalisé des costumes de sapin, des masques pizza, des masques de vieillards, des masques de médecins, plusieurs pantins, des champs de fleurs. J'ai un amour immense des dessins d'enfants. Je suis absolument fasciné par cette liberté de couleurs et de formes. Je les envie même. Des fois quand je dessine ou que je peins, j'essaye de retrouver un peu cette naïveté, cette simplicité. C'est quasiment impossible. Donc quel bonheur de travailler avec ça. Elona chodeo, elona cheola, elona chodeo, elona cheola, miseo, elona cheola, miseo, elona cheola. Pour moi, ce qui est important, c'est que je crois qu'on a vraiment réussi à ne pas faire un spectacle didactique. La nature, c'est formidable. Trouver le grave, la gravité du dernier conte. Parce que cet enfant, ce Somiatou, qu'on invite pour ces forêts qui disparaissent, c'est vrai. On est vraiment allé en Birmanie. J'ai vraiment vu des forêts massacrées pour nos meubles Ikea. Cette statistique affreuse de la moitié des forêts du monde détruites en 100 ans, c'est vrai. Raconter l'espoir formidable de la puissance du végétal pour sauver la planète, qui est encore là, c'est-à-dire ce potentiel est là, vraiment. Mais si on s'en préoccupe pas vite, là on va à la catastrophe. Moi, je trouve pas que ça s'adresse spécialement à un public d'enfants. C'est pas spécifique aux enfants. Les enjeux environnementaux ne concernent pas que les enfants. Évidemment, c'est eux qui seront les plus concernés dans les années futures, mais on ne va pas juste leur dire réagissez-vous, nous de toute façon c'est trop tard. La fabrique doit continuer à porter des messages poético-politiques. C'est enchaîné dans une même nécessité de théâtre. Donc il fallait pour autant raconter cette puissance-là, cette magie-là, tout en disant attention, il ne faut plus trop déconner.